Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la série de webconférences Éclairage France. Aujourd'hui, je suis Marianne Picard, économiste France, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Jubaïa Daden, économiste sur les sujets de l'immobilier, mais également des placements et du crédit en France. Bonjour Marianne, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module en bas à droite, juste à côté du chat. Nous tenterons en effet d'y répondre à la fin de la webconférence. Donc je vais pouvoir commencer avec une présentation de la conjoncture et des perspectives macroéconomiques pour la France. Et Juba pourra ensuite compléter avec un panorama sur l'immobilier résidentiel. Donc si je commence avec des éléments très généraux de contexte, avec plus spécifiquement notre scénario de taux en zone euro, vous pouvez voir sur le premier graphique notre scénario de taux d'intérêt directeur de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc la BCE a entamé son cycle d'assouplissement depuis juin 2024 avec une baisse des taux directeurs assez marquée, puisque pour le taux de dépôt, celui-ci est passé de 4,5% au premier semestre 2024 à aujourd'hui 2,5%. Et nous envisageons une prochaine baisse de 25 points de base en juin, qui amènera donc le taux de dépôt à 2,25%, soit en fait un niveau légèrement inférieur à ce qu'on considère comme le taux neutre, avec donc une politique monétaire qui deviendrait légèrement accommodante à partir de ce moment-là, et qui apporterait donc un léger soutien à l'activité, et en particulier à l'investissement. Toutefois, on observe des pressions haussières sur les taux longs, comme vous pouvez le voir avec en particulier les taux souverains en zone euro sur le graphique de droite. Donc vous pouvez voir tout d'abord qu'on a eu une hausse des taux souverains en mars pour l'ensemble des pays de la zone euro et aussi d'ailleurs pour l'Allemagne, puisque cela faisait suite aux annonces de plans allemands. Avec du coup une réappréciation du risque allemand et des taux souverains en hausse à la fois pour le Bund, donc pour l'Allemagne, mais également dans son sillage pour l'ensemble des autres pays de la zone euro. Et vous pouvez voir également que la France paie le dérapage répété de ses finances publiques, puisque le taux des OAT à 10 ans est passé au-dessus du taux espagnol depuis la fin d'année dernière. En tout cas, ce que vous pouvez voir dans notre prévision, c'est qu'on a plutôt une tendance légèrement haussière des taux souverains d'ici 2026, avec un taux pour l'OAT française qui est actuellement autour de 3,5% et qui pourrait atteindre environ 3,7% en 2026. Si je poursuis avec des éléments de contexte internationaux, il y a deux principaux éléments à prendre en compte. C'est la question des droits de douane, d'une part, avec évidemment ce qui se passe sur le plan transatlantique, et également, plus proche de nous, les annonces de mesures publiques allemandes qui d'ailleurs ont été votées récemment. Donc si on commence avec notre scénario sur les droits de douane, donc évidemment ce que je vous présente ici a été élaboré avant les annonces de Trump d'hier soir. Et donc nous, dans notre scénario, on avait inclus des droits de douane à 25% sur l'acier et l'aluminium, ce qui conduit à une hausse du droit de douane moyen sur les exportations de l'UE vers les États-Unis de 0,5 points. Sachant que c'est une moyenne simple, pas une moyenne pondérée. On avait également inclus une mesure de tarif réciproque sur tous les biens, ce qui rajoutait 1,5 point à ce droit de douane moyen. Avec donc un effet total sur les droits de douane moyens qui passerait de un peu plus de 3% à 5,5%. Un niveau donc proche de ce qu'on avait déjà retenu dans notre scénario de décembre, puisqu'on avait retenu une hausse des droits de douane moyens à 6%, ce qui évidemment incluait en fait des mesures un peu plus spécifiques et plus marquées sur certains produits comme l'automobile et l'acier et l'aluminium. Donc on avait déjà inclus un impact sur le PIB en zone euro de moins 0,2 points en décembre, ainsi que moins 0,1 point supplémentaire de PIB lié à l'incertitude. Donc ça, c'est pour la zone euro. Donc un total de moins 0,3 points de croissance dans notre scénario de décembre qu'on avait déjà inclus. Et pour la France, c'était un peu moins, moins 0,2 points de croissance en France en 2025, sachant que dans ces moins 0,2 points, il y avait aussi en grande partie, en fait, l'incertitude politique et fiscale nationale, parce que la France, évidemment, elle est un peu moins exposée que d'autres grands pays de la zone euro, comme l'Allemagne et l'Italie, aux droits de douane, à une hausse des droits de douane américains, puisque les États-Unis
représente un marché à l'export un peu moins important pour la France, avec donc un excédent de la balance commerciale en biens qui est moins marqué que pour ces deux grands pays, l'Allemagne et l'Italie en particulier. On a également ajouté encore plus récemment une hausse des droits de douane à 25% sur l'automobile. Ce qui évidemment affecte encore un peu plus les exportations de la zone euro. Et en particulier, l'Allemagne est la plus touchée, avec une croissance amputée de 0,2 points à la fois en 2025 et également en 2026. Et donc, alors juste pour parler un peu des annonces d'hier, donc évidemment, c'est pas ce qui a été inclus dans notre scénario. Nous, ce qu'on a retenu dans notre scénario, c'est les mesures qui nous paraissaient les plus probables pour être appliquées, mais aussi pour être durables. C'est-à-dire que là, typiquement, ce qu'a annoncé Donald Trump pour l'Union européenne hier, ce sont des tarifs réciproques basés en fait sur des droits de douane calculés pour ceux appliqués par l'Union européenne sur les importations de biens américains, avec notamment la TVA qui est inclue dans son calcul. Or, la TVA n'est absolument pas un droit de douane. Elle s'applique à la fois aux producteurs locaux et aux exportateurs. Et donc, elle est principalement supportée par les consommateurs. Elle est supportée par les consommateurs. Donc, vraiment. Donc, on pense que là-dessus, il pourrait y avoir en tout cas une voie de négociation pour l'Union européenne. Et donc, même si notre scénario n'est pas vraiment en ligne avec ce qui a été annoncé hier, finalement, comme cela pourrait ne pas être durable, peut-être que finalement, on se rapprochera de ce qu'on a retenu dans notre scénario. Donc notre nouveau scénario, il sera publié dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à regarder nos publications et également la webconférence scénario qui devrait se tenir la semaine prochaine. Finalement, le véritable changement dans notre scénario par rapport à ce qu'on avait en décembre, c'est l'intégration des mesures publiques allemandes qui ont été votées récemment, avec évidemment un impact haussier sur la croissance en zone euro. Donc les mesures qui sont intégrées, c'est un fonds d'investissement de 500 milliards d'euros sur 12 ans, entre 2025 et 2037. Sachant que dans ces 500 milliards, il y a donc 400 milliards d'euros d'investissement en infrastructure et 100 milliards d'euros fléchés sur le climat. Mais on a également inclus des mesures qui offrent des marges budgétaires supplémentaires, donc à la fois au niveau local, avec dans la réforme du frein à l'endettement, la possibilité pour les lenders de maintenir un déficit structurel de 0,35% du PIB contre 0 précédemment. Donc ça offre au niveau local des marges budgétaires supplémentaires et également au niveau national, les dépenses de défense qui dépassent 1% du PIB seront désormais exclues du calcul du déficit, avec donc également des marges budgétaires supplémentaires, c'est-à-dire qu'à prévision de déficit inchangée, ces dépenses en défense pourraient être également compensées dans le calcul du déficit par d'autres types de dépenses. On a retenu un déploiement progressif de ces mesures à partir du 4e trimestre 2025, avec quelques frictions initiales, parce qu'évidemment, il s'agit d'un grand plan d'investissement. Donc, évidemment, ça prend un peu de temps à être mis en place. Et également, le déblocage des fonds, il peut être un peu difficile au début. Et donc, en fait, l'impact maximal, il serait plutôt en 2028-2029 que en 2025-2026. L'effet sur le PIB allemand, il a été estimé à partir d'un multiplicateur de l'investissement public de 0,8 en moyenne sur la période, donc sur les 12 ans, et d'un multiplicateur de la consommation publique de 0,2 en moyenne. Donc ça, c'est assez cohérent avec la littérature économique qui montre bien que l'effet sur le PIB de l'investissement public est plus important que celui de la consommation publique. Et en fait, ces multiplicateurs, ils sont un peu plus importants en début de période, c'est-à-dire en 2025-2026, puisque on a utilisé un multiplicateur dynamique qui est d'autant plus élevé donc que l'écart de production est creusé, donc ce qui est le cas en début de période. Donc tout ça, ça rajoute 0,3 points de croissance en 2025 et 1,2 points de croissance en 2026 pour l'Allemagne. Et on a retenu également des spillovers, des effets donc sur les autres pays de la zone euro, avec en moyenne 0,2 points de croissance supplémentaire en 2026 pour ces autres pays. Et pour la France, c'est un peu plus, c'est 0,3 points de croissance supplémentaire en 2026, avec en particulier évidemment un dynamisme un peu plus important des exportations et un investissement également qui se reprend davantage. Si j'en passe maintenant à la France plus spécifiquement, on peut tout d'abord regarder les dernières évolutions conjoncturelles, donc tout d'abord en matière de croissance et d'inflation.
Pour la croissance, le dernier point dont on dispose est celui du 4e trimestre 2024, avec un léger repli de l'activité ce trimestre, moins 0,1%. Mais en fait, ce léger repli de l'activité, il est lié au contre-coup de l'effet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui avait dopé l'activité au 3e trimestre 2024, avec une croissance qui s'était alors élevée à 0,4% sur le trimestre. Donc finalement, si on retire l'effet des JOP, on aurait eu une croissance de l'ordre de 0,2% au 3e trimestre 2024 et de 0,1% au 4e trimestre 2024. Donc en fait, en fin d'année 2024, on a eu plutôt une croissance certes faible, mais qui reste positive. Si on regarde un peu les composantes de la croissance en 2024, vous pouvez voir que la consommation des ménages a été au rendez-vous avec une hausse de la consommation des ménages, même si celle-ci est restée modérée au vu de la forte désinflation qu'on a connue. La croissance a surtout été portée par les dépenses de consommation des administrations publiques, comme vous pouvez le voir avec la barre bleu foncé, et également par le commerce extérieur, puisqu'il y a eu en particulier une forte contribution du commerce extérieur à la croissance toute fin 2023, ce qui a joué sur les chiffres en moyenne annuelle en 2024. En revanche, vous pouvez voir que l'investissement, il se replie depuis plusieurs trimestres. Alors pour l'investissement des ménages, c'est encore plus le cas, ça fait encore plus longtemps qu'il se replie et donc il se replie davantage en cumul. Mais vous pouvez voir que même pour l'investissement des entreprises, on a un repli depuis la fin d'année 2023, même si celui-ci est resté relativement stable au 2e et 4e trimestre de l'année dernière. Et globalement, ce repli de l'investissement, il est lié au resserrement passé des conditions financières qui a continué d'affecter l'investissement au cours de l'année 2024. Vous pouvez voir également qu'il y a eu un phénomène de déstockage, en particulier en fin d'année 2023, qui a également joué sur les chiffres de croissance en moyenne annuelle en 2024. Si on passe à l'inflation, vous pouvez voir que l'inflation elle a beaucoup diminué depuis le plateau haut en glissement annuel qu'elle avait atteint entre l'été 2022 et le printemps 2023. Puisque à ce moment-là, elle s'élevait à environ 6% pour l'indice des prix à la consommation en glissement annuel. Et on est désormais à un niveau d'inflation de 0,8% sur un an. Donc c'est valable pour février et pour mars, d'après les résultats provisoires de l'INSEE pour mars. Et donc vous pouvez voir en particulier une forte baisse de l'inflation entre janvier et février, qui est en fait liée spécifiquement à la baisse des tarifs réglementés de vente de l'électricité et également à des effets de base. Et donc voilà, on est sur un niveau d'inflation actuellement très modéré. Et vous pouvez voir que sur la période récente, ce sont vraiment les services essentiellement qui tirent l'inflation, avec en revanche une inflation énergétique qui est même négative depuis février, et une inflation à la fois alimentaire mais aussi des produits manufacturés qui est très proche de zéro. Donc voilà. Si on regarde les dernières évolutions conjoncturelles du côté des résultats d'enquêtes de conjoncture, donc on peut regarder à la fois du côté des ménages et des entreprises. Si on regarde l'indicateur synthétique de confiance des ménages, vous pouvez voir que celui-ci reste dégradé. Il s'élève à 92 en mars contre une moyenne historique de 100. Donc on reste sur des niveaux de confiance des ménages assez faibles, mais vous pouvez voir que ce niveau, il est quand même nettement plus haut que le point bas qu'on avait connu à l'été 2022 où la confiance des ménages s'établissait plutôt autour de 80. Et vous pouvez voir également qu'on avait eu une forte baisse en toute fin d'année dernière de la confiance des ménages qui a depuis été assez largement rattrapée. Et si on regarde un peu plus en détail les différents soldes d'opinion qui composent cet indicateur synthétique de confiance des ménages, vous pouvez voir que le solde d'opinion sur les opportunités d'épargner est à un plus haut. Donc il a atteint un record en février, il s'est très légèrement replié en mars, mais on reste sur des niveaux très importants de ce solde d'opinion, ce qui veut dire qu'a priori le taux d'épargne des ménages, qui est très élevé actuellement, ne devrait pas beaucoup diminuer dans les trimestres à venir. Vous pouvez voir également qu'on a eu un rebond des craintes liées au chômage en fin d'année dernière, même si on a eu depuis un léger reflux en mars. Et sur une note un peu plus optimiste, vous pouvez voir qu'on a également un rebond, alors qui est un peu lent et qui est un peu lent, ça se fait doucement, mais on a bien un rebond du solde d'opinion sur les opportunités d'effectuer des achats importants, ce qui pour le coup est plutôt un signal positif et de bon augure pour l'évolution à venir de la consommation des ménages. Du côté des entreprises, si on regarde l'indicateur de climat des affaires, vous pouvez voir que celui-ci est également à un niveau relativement faible, en deçà de son niveau moyen de long terme, puisqu'il s'établit à 97 en mars contre une moyenne historique de 100.
Et vous pouvez voir que le climat des affaires est inférieur à son niveau moyen de long terme dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du bâtiment. Donc, on a quand même une situation assez homogène dans les différents secteurs, même si on a quand même une diversité de situations, et surtout au sein même des secteurs, on a une diversité de situations, avec en particulier pour le bâtiment, là vous voyez que le climat des affaires est exactement au niveau de sa moyenne historique, mais en fait il y a une grosse divergence entre le second œuvre qui se porte plutôt bien et le gros œuvre qui pour le coup ne se porte pas très bien. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le climat des affaires, c'est qu'on est à un niveau certes pas très enthousiasmant, mais en tout cas qui reste compatible avec une croissance modérée de l'activité, puisque le seuil de retournement empirique de l'activité se situe plutôt autour de 80, donc à 97, on a quand même un peu de marge. Si on en vient à notre scénario macroéconomique pour la France, c'est celui d'une croissance dans le creux de la vague en 2025 avant un regain de croissance en 2026, puisque comme vous pouvez le voir, on prévoit une baisse de la croissance en 2025 à 0,8%, après 1,1% les 2 années précédentes, et ensuite une accélération assez marquée de l'activité en 2026 avec une croissance de 1,4%. Sachant que sur ces 1,4%, il y a 1,1% de croissance qui était déjà dans notre scénario de décembre, c'était notre prévision du scénario de décembre pour 2026, auquel on a rajouté en fait l'effet des mesures publiques allemandes essentiellement, c'est-à-dire 0,3 points de croissance supplémentaire. Vous pouvez voir que cette croissance en prévision, elle sera essentiellement portée par la demande intérieure hors stock, avec en particulier une accélération de la consommation des ménages à 1% cette année et 1,1% l'année prochaine, contre 0,9% en 2023 et 2024. Donc, même si on a cette accélération de la consommation des ménages, c'est à des niveaux qui restent pas si élevés en perspective historique. Et vous pouvez voir que pour l'investissement, on prévoit un rebond seulement l'année prochaine, avec un investissement qui resterait stable cette année, avant donc de rebondir à 1,8% l'année prochaine, en lien avec les délais de transmission de la politique monétaire. Également, ce qui a été mentionné pour l'investissement, c'est qu'on a un acquis de croissance négatif en fin d'année 2024 pour l'année 2025. Donc en fait, ce 0% de croissance en 2025, il recoupe des évolutions trimestrielles au cours de l'année 2025 légèrement positives, mais en moyenne annuelle, on aurait une stabilité de l'investissement entre 2024 et 2025. Vous pouvez voir également que le commerce extérieur ne contribuerait plus à la croissance en 2025, mais qu'en revanche, il y contribuerait légèrement en 2026 à hauteur de 0,2 points, et ce évidemment en lien avec ce qu'on a mis aussi sur l'effet des mesures publiques allemandes. Notre scénario d'inflation est celui d'une poursuite de la désinflation cette année, puisque l'inflation au sens de l'IPC passerait de 2% en moyenne annuelle en 2024 à 1% en 2025. Et il y aurait un léger rebond de l'inflation l'année prochaine à 1,3% pour l'IPC, mais à des niveaux qui restent faibles, et en particulier inférieurs à la cible de la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez voir également sur le petit graphique en bas à droite que l'inflation, elle sera essentiellement portée par les services également en prévision, avec également un léger regain d'inflation alimentaire en 2026, mais à des niveaux qui restent incomparables à ce qu'on a connu en 2022 et 2023, puisque l'inflation alimentaire, elle sera similaire à celle de l'année 2018, soit une inflation alimentaire assez normale, si on peut dire. Sur le marché du travail, notre prévision est celle d'un ralentissement très marqué de l'emploi en 2025, avec même de légères destructions d'emplois sur l'année, et un léger rebond de l'emploi ensuite en 2026, ce qui se traduirait par une hausse du taux de chômage à 7,7% en moyenne annuelle pour la France hors Mayotte en 2025, puis à 7,8% en 2026. Donc on pourra le voir juste après, mais ce sont des niveaux qui restent assez modérés en perspective historique. Et en termes de finances publiques, nous tablons sur un déficit public qui restera élevé dans les 2 années à venir, au-dessus de 5% du PIB, avec en particulier une cible manquée pour le gouvernement cette année, puisque la cible du gouvernement est désormais de 5,4% du PIB de déficit en 2025, et nous, dans notre scénario, on inscrit une prévision de 5,6% du PIB en termes de déficit. On aura le temps d'y revenir plus tard.
Si on regarde un peu plus en détail sur les différentes thématiques, donc tout d'abord sur le marché du travail, je vous ai déjà parlé de notre prévision de taux de chômage en moyenne annuelle, mais vous pouvez voir sur le graphique à gauche également l'évolution infra-annuelle, donc avec une remontée quand même assez forte, mais à des niveaux, comme vous pouvez le voir, qui restent très inférieurs à ce qu'on a connu dans la décennie 2010, puisque dans la décennie 2010, en moyenne, le taux de chômage pour la France hors Mayotte, il était de 9,6%. Et vous pouvez voir également qu'on prévoit une légère baisse du taux de chômage ensuite en toute fin d'année 2026 en lien avec l'accélération de l'activité et également donc de l'emploi. Donc voilà, la dynamique infra-annuelle est intéressante. Du côté des salaires, on observe un ralentissement marqué des salaires nominaux, ce que vous voyez en courbe pleine sur les graphiques de droite. Mais toutefois, en termes réels, les salaires progressent enfin, puisque vous pouvez voir pour les indicateurs de salaire mensuel de base de la DARES et de salaire négocié de la Banque de France, qu'on avait eu des pertes de pouvoir d'achat, donc ce qu'on voit en pointillé sur le graphique, en 2021-2022. Et en 2024, ces indicateurs de salaire moyen ont progressé en termes réels. Ce qui veut dire que les salaires ont commencé à réengranger des gains de pouvoir d'achat, donc à rattraper un peu le pouvoir d'achat perdu par le passé. Et nous, ce qu'on prévoit en prévision, ce sont des salaires qui resteraient plus dynamiques que les prix, même s'ils continueraient de ralentir un peu. Et donc, cela offrirait évidemment des gains de pouvoir d'achat pour les salaires qui permettraient également de soutenir la consommation des ménages. Du côté des ménages, ce qu'on observe, ce sont des changements dans les comportements de consommation. Donc tout d'abord, sur le premier graphique, vous pouvez voir qu'on a une certaine dichotomie, une divergence assez marquée entre la consommation en biens et celle en services, avec une consommation des ménages en services qui est supérieure d'environ 10% à son niveau d'avant la crise sanitaire, et en revanche, une consommation en biens qui est inférieure à son niveau du quatrième trimestre 2019 de 6%. Et si on regarde un peu plus en détail les données de consommation en biens avec des données mensuelles sur le graphique de droite, vous pouvez voir que beaucoup de segments de consommation, beaucoup de segments des biens sont concernés par cette atonie de la consommation. Vous pouvez voir en particulier pour les biens d'équipement du logement qu'on est sur un niveau de consommation des ménages en volume qui est supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire, mais avec une relative stabilité sur les derniers trimestres qui est en fait liée également au cycle immobilier. On aura le temps d'en parler après avec Juba, avec en particulier une baisse des transactions l'année dernière. Vous pouvez voir également que les consommations... Certains segments ont été affectés par la très forte inflation qu'on a connue en 2022, avec un décrochage à ce moment-là pour, par exemple, le textile, mais aussi l'alimentation et l'énergie, pour lesquels on a connu une forte inflation, enfin en tout cas sur l'alimentaire et l'énergie, qui peut expliquer la baisse de la consommation par rapport à son niveau d'avant la crise sanitaire, et également possiblement des comportements de sobriété qui seraient donc plus durables à la fois pour l'énergie, le textile, mais également pour l'automobile par exemple, même si sur l'automobile après on a également des sujets un peu plus spécifiques avec une transition vers l'électrique qui se fait mal puisque les consommateurs français ne sont pas prêts à cette transition, et avec des véhicules électriques qui sont nettement plus chers que leurs équivalents thermiques. En prévision, nos prévisions pour les ménages sont celles d'une poursuite de la croissance du pouvoir d'achat des ménages, puisque vous pouvez voir que le pouvoir d'achat des ménages, donc celui du revenu disponible brut, il a fortement augmenté l'année dernière de 2,5%, et il continuerait d'augmenter cette année de 0,8% avant un ralentissement plus marqué en 2026. Et cette croissance du pouvoir d'achat des ménages, elle serait portée par les revenus d'activité et non plus par les revenus de la propriété qui avaient pu tirer à la hausse la croissance du pouvoir d'achat les années précédentes. Or, les revenus d'activité ont une propension marginale à être consommés qui est supérieure aux revenus de la propriété, donc ce qui soutiendrait évidemment la consommation des ménages. Et juste une précision pour l'année 2026, donc la prévision elle reste très incertaine puisque ce qu'on a dans la prévision c'est une certaine consolidation budgétaire avec des hausses de prélèvements obligatoires à la fois pour les ménages et les entreprises. Et évidemment, au-delà de 2025, elles ne sont pas encore documentées, donc elles restent entourées d'une grande marge d'incertitude.
En termes de taux d'épargne, vous pouvez observer sur le graphique de droite que celui-ci est très élevé actuellement. Il s'était établi à 18,4% au quatrième trimestre 2024, ce qui est nettement supérieur au niveau moyen d'avant la crise sanitaire, puisque celui-ci était d'environ 14% entre 2015 et 2018. Et ce niveau de 14%, en fait, il était assez stable depuis le début des années 90. Donc on a vraiment eu un changement de régime, d'abord avec le Covid, mais également depuis, en fait, le taux d'épargne, il est resté beaucoup plus élevé que ce qu'il était avant la crise sanitaire. Et donc, celui-ci resterait durablement plus élevé, puisque vous voyez que ce qu'on inscrit en prévision, c'est un très léger reflux, mais à des niveaux qui restent nettement supérieurs à ce qu'on a connu avant 2020. Du côté des entreprises, donc on a déjà parlé d'une prévision d'investissement d'un investissement qui resterait atone cette année et ne remonterait que l'année prochaine, en lien avec les délais de transmission de la politique monétaire, mais également des effets d'incertitude possiblement en 2025. Vous pouvez voir en effet que le coût de financement des sociétés non financières, il reste très élevé, et même s'il a commencé à refluer, c'est le cas pour le financement par crédit bancaire, mais également pour le financement de marché. Ce qui explique donc ce que vous voyez sur le graphique de droite, qui est l'évolution de l'investissement en niveau sur les derniers trimestres, avec une baisse donc sur les derniers trimestres, comme vous pouvez voir pour l'investissement total, même si on a là aussi une certaine divergence entre les différents segments, avec un investissement en services marchands et en particulier en information-communication, qui reste orienté à la hausse, et en revanche un investissement beaucoup plus dégradé dans les biens manufacturés, et en particulier le secteur spécifique des matériels de transport. Et vous pouvez observer également l'évolution de l'investissement en construction. Celui-ci, il reste supérieur à son niveau d'avant la crise sanitaire, mais sur les derniers trimestres, il est en repli. Juste quelques mots supplémentaires sur les entreprises. On a une profitabilité moyenne qui est actuellement confortable, puisque le taux de marge des sociétés non financières, il s'est établi à un peu plus de 32% en fin d'année dernière, c'est-à-dire un niveau supérieur à celui des années 2018-2019, où il était plutôt entre 30 et 31%. Et cette profitabilité moyenne, elle cache en fait des disparités, avec en particulier le niveau de ce niveau moyen qui est expliqué en fait par les niveaux élevés dans des branches comme l'énergie, mais aussi les services de transport ou les industries agroalimentaires. Vous pouvez voir que le niveau du taux de marge en perspective historique, il est relativement plus normal entre guillemets pour d'autres secteurs, et il y a la situation spécifique de l'hébergement-restauration avec un taux de marge qui était très dégradé en 2021-2022, qui s'est normalisé depuis, mais qui reste à des niveaux qui sont plutôt légèrement inférieurs à la moyenne historique. Globalement, en prévision, pour le taux de marge, on prévoit un léger reflux du taux de marge, mais il resterait supérieur à 31%, soit son niveau d'avant la crise sanitaire, donc pas d'inquiétude là-dessus, avec possiblement en tout cas des effets de normalisation dans certains secteurs dans lesquels il est élevé en particulier. Du côté des défaillances, quelques mots sur la très forte hausse des défaillances qu'on a connue depuis 2022. Cette hausse des défaillances, elle s'explique tout d'abord par un effet de normalisation et de rattrapage après les années 2020 et 2021 qui étaient assez particulières, puisqu'on avait observé une forte baisse du nombre de défaillances d'entreprises, en lien évidemment avec les soutiens publics massifs qui avaient été mis en place pendant la crise sanitaire et qui avaient pu finalement venir en aide aux entreprises un peu indépendamment de leur viabilité économique individuelle. Donc finalement, cette hausse, elle est entre guillemets normale, on l'attendait. Évidemment, elle s'explique aussi par le ralentissement économique, puisqu'on avait connu une forte croissance pendant la reprise post-Covid en 2021 et 2022, et c'est vrai que depuis 2023, on constate quand même un ralentissement de l'activité. Et également, on a une dynamique de création d'entreprises qui est très importante et qui peut expliquer également qu'on ait plus de défaillances d'entreprises en nombre, puisque l'année 2024 a été à la fois l'année record pour le nombre de défaillances d'entreprises, mais également pour le nombre de créations d'entreprises, avec donc un très bon renouvellement du tissu productif et un certain processus de destruction créatrice, ce qui est en fait plutôt positif économiquement parlant.
Pour terminer, je vais juste parler 2 minutes sur les finances publiques, puisqu'on a eu le chiffre de déficit public de l'année 2024 la semaine dernière. L'INSEE a publié les premiers résultats, avec un déficit public finalement un peu inférieur aux dernières prévisions du gouvernement, puisque ces dernières prévisions, elles étaient de 6% du PIB, et finalement le déficit public s'est élevé à 5,8% du PIB. Donc on va dire une relative bonne nouvelle, même si, il faut quand même le mentionner, ça constitue un nouveau dérapage, puisque dans la loi de finances initiale pour 2024, le déficit public, il était prévu à 4,4% du PIB. Et cette prévision, elle était encore de 5,1% du PIB dans le programme de stabilité au printemps 2024. Donc, vous pouvez en tout cas observer qu'on a du coup révisé, suite à la publication des chiffres de l'INSEE de la semaine dernière, on a révisé notre prévision de déficit public. Donc vous pouvez observer avec les petits losanges notre prévision de décembre et notre nouvelle prévision par ailleurs. Donc vous pouvez voir qu'on a révisé en baisse le déficit public sur les années à venir et donc en hausse le solde public qui apparaît ici sur le graphique, qui est l'inverse du déficit. Et vous pouvez voir en tout cas que dans tous les cas, quelles que soient les prévisions qu'on retient, même si on prend celle du gouvernement, on aurait un ratio de dette publique, donc c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, qui continuerait d'augmenter à minima jusqu'en 2027. Et donc ça, c'est avec des hypothèses plutôt optimistes, celle du gouvernement dans le plan structurel à moyen terme, sachant qu'on a entre-temps révisé l'objectif pour 2024 avec un effort moindre. Donc vraiment, on n'est pas encore sur la stabilisation de la dette. Il va falloir attendre, et en tout cas, on espère que cela arrivera avant 2030, puisque le gouvernement ambitionne de ramener le déficit public sous les 3% du PIB en 2029. Et c'est vraiment un objectif qui est très ambitieux et qui nous paraît très difficilement atteignable. En termes de risques, donc on avait des risques à la baisse sur l'activité. Vous pouvez voir en particulier que le premier risque à la baisse sur l'activité qu'on avait jusqu'à hier, donc c'est les droits de douane américains, avec possiblement donc des droits de douane à 25% sur toutes les importations. Finalement non, mais c'est pas 25%, ça va être plutôt 20%, et avec l'application d'un équivalent TVA. Donc c'est finalement ce dont Trump a parlé hier, puisqu'il incluait la TVA dans son calcul des droits réciproques. Mais en fait, on avait eu plutôt un rééquilibrage pour la France, en tout cas, des risques sur l'activité entre à la hausse et à la baisse, puisque on a toujours eu ces risques à la baisse sur l'activité, mais des risques à la hausse sur l'activité sont apparus très récemment, avec en particulier une possible hausse des dépenses en défense dans l'Union européenne, puisque nous, donc, on a bien pris en compte une hausse des dépenses en défense en Allemagne ou dans d'autres pays, mais pas dans les pays les plus endettés, dont la France. Puisqu'on pense qu'évidemment, la France, compte tenu de son niveau de dette et de déficit, ne va pas pouvoir engager des dépenses en défense supplémentaires par rapport à ce qu'elle a déjà prévu, puisqu'on a quand même déjà prévu d'augmenter les dépenses en défense en pourcentage du PIB. Mais on ne pense pas qu'elle va les augmenter davantage, ou alors elle fera des compromis sur d'autres types de dépenses. Voilà ce qu'on a dans notre scénario. Mais donc on n'a pas les 650 milliards d'euros qui ont été annoncés par la Commission, sachant que ces 650 milliards d'euros, en fait, c'est principalement une incitation pour les États à dépenser plus, et donc en aucun cas c'est quelque chose qui est prévu de manière fixe. C'est vraiment juste une incitation. Et je vais pouvoir passer la parole à Juba sur l'immobilier. Merci Marianne pour cette présentation. Alors, sur l'immobilier, on va d'abord parler un peu de l'impact de la hausse des taux et donc de son impact sur la production de crédit, le pouvoir d'achat immobilier, et également, ensuite, on se focalisera un peu plus sur à la fois le marché immobilier ancien et le marché du neuf, qui inclut également la construction de logements neufs. Donc, pour revenir sur les taux de crédit à l'habitat, il y a eu une baisse de ces taux entre fin 2023 et fin 2024. On est passé d'un taux d'intérêt annuel des contrats nouveaux en moyenne, donc tout type de maturité confondu, de 3,6, 3,7 en décembre 2023 à 3,14 en fin décembre 2024. Et donc, cette baisse des taux, elle est liée à deux éléments principaux. Premièrement, le fait que l'OAT 10 ans, qui avait beaucoup augmenté depuis mi-2022, enfin depuis début 2022,
a commencé à se stabiliser autour de 3%, même s'il y a en effet eu des comportements un peu erratiques du fait de l'instabilité politique en France, mais on est resté autour de 3%. Et d'un autre côté, les banques ont mis en place des politiques commerciales pour pouvoir attirer de nouveaux clients en baissant les taux. Donc, on arrive à fin 2024 avec un taux à 3,14%. Et donc, ce taux-là, il permet en effet de redonner du pouvoir d'achat immobilier aux ménages. Il faut aussi avoir en tête que les taux de crédit à l'habitat ont fortement augmenté depuis en fait, début 2022. Et ça a eu une conséquence sur la production de crédit, dans la mesure où ce qui impacte les prêts qui sont octroyés par les banques, c'est principalement les taux, même si bon, il y a également les revenus qui vont jouer et la maturité du prêt. Alors, sur la production de crédit à l'habitat, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est intéressant de voir que la production de crédit à l'habitat en 2023 était de l'ordre de 166 milliards d'euros donc, sur l'année. C'est une baisse de près de 40% par rapport à 2022. Et en 2024, donc sur l'année, la production elle était plus autour de 144 milliards d'euros. Donc c'est également une baisse en 2024. Mais l'année 2024 a été, coupée en deux avec, pendant le premier semestre, une production de crédit à l'habitat qui était à la peine. Notamment, on a atteint un point bas en février 2024 avec une production mensuelle de près de 10 milliards de crédit à l'habitat. Alors que sur la deuxième partie de l'année, donc pendant le second semestre, on a eu une production qui était plus autour de 13, voire 14 milliards en moyenne mensuellement. Donc, ce rebond au second semestre, il a été permis notamment par cette baisse des taux dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être qu'on peut très brièvement s'attarder sur la question des encours de crédit habitat, parce que c'est une donnée qui peut intéresser la banque, dans la mesure où l'encours de crédit habitat apparaît au bilan de la banque. Donc, on se rend compte qu'il était à fin 2024 à près de 1420 milliards d'euros. C'est vraiment assez inédit dans la mesure où on a une stagnation, voire une légère baisse de cet encours sur l'année 2024. Donc, comme je vous indiquais tout à l'heure, la baisse des taux de crédit à l'habitat a permis notamment une amélioration en 2024 du pouvoir d'achat immobilier après une nette dégradation entre 2022 et 2023. Ce pouvoir d'achat immobilier, il est exprimé en mètres carrés. Là, vous avez deux graphiques, un qui concerne les logements anciens et un qui concerne les logements neufs. Parce que cet indicateur de pouvoir d'achat immobilier, qui est un indicateur propre au Crédit Agricole, il est calculé à partir des taux, des revenus moyens d'un ménage, des maturités, du taux d'apport, mais également du prix du logement. Et on sait très bien que structurellement, les prix des logements anciens sont moins élevés que les prix des logements neufs. Et donc, vous voyez que lorsqu'on compare, le prix au mètre carré d'un logement neuf qu'un ménage peut acheter sera moins élevé que celui d'un logement ancien. Donc, dans le graphique sur les logements anciens, il y a une petite ligne courbe qui a été ajoutée, c'est celle sur la hausse des DMTO. Les DMTO, c'est quoi? C'est les droits de mutation à titre onéreux. C'est un élément qui rentre dans les frais de notaire. Et en fait, il y a une réforme dans le budget 2025 avec une augmentation de 0,5 points de pourcentage de ces DMTO qui sont laissés à la libre appréciation la libre décision des départements. Donc il y a certains départements dans lesquels ça a été augmenté, d'autres dans lesquels ça n'a pas été augmenté. Et donc on s'interroge sur l'impact en termes de pouvoir d'achat immobilier de cette mesure d'augmentation. Et on se rend compte que l'impact est assez léger, en tout cas sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages en France, sachant que cette mesure, elle ne s'applique pas à tout le monde. Déjà, elle ne s'applique pas dans les logements neufs, elle s'applique uniquement dans les logements anciens et également, elle ne s'applique pas aux primo-accédants. Donc, c'est une mesure qui est assez limitée en termes d'impact sur le pouvoir d'achat immobilier. Ce qu'il faut retenir sur le pouvoir d'achat immobilier, c'est qu'il y a une forte baisse liée à la hausse des taux, mais aussi au fait que les prix étaient à des niveaux assez élevés. Et donc, avec la correction des prix, dont on parlera après, qui a été progressive et qui s'est faite avec un retard par rapport à la hausse des taux et à la baisse des transactions, on a donc une baisse du pouvoir d'achat
Et donc avec la hausse des taux et l'ajustement des prix, on a une hausse progressive du pouvoir d'achat immobilier en France. Alors, très rapidement sur ce graphique-là, on a un indicateur qui est un indicateur d'enquête de l'INSEE sur les intentions d'achat de logements dans les 12 prochains mois. Donc cet indicateur-là, c'est un indicateur mensuel qui a été lissé sur 12 mois. Donc on regarde la moyenne sur les 12 mois passés et on se rend compte qu'en termes, il y a une vraie corrélation par rapport au pouvoir d'achat immobilier qui a été calculé ici et présenté là. Et donc on se rend compte que voilà, ce sont les facteurs qui ont été développés avant, les taux, les prix, les revenus, qui jouent vraiment sur ces intentions d'acheter un logement. Après, une intention d'acheter un logement, ce n'est pas un achat. Ça permet en effet d'évaluer la demande d'achat de logement, mais ça ne permet pas, in fine, de manière fiable à 100%, d'évaluer si un ménage va effectivement acheter. Son pouvoir d'achat augmente, mais il ne va pas nécessairement acheter un logement, même si, bien entendu, ça facilite l'achat. Alors, ensuite, on va s'attarder sur la question des logements anciens. Donc les logements anciens, c'est 90% des transactions en France en 2024. Donc c'est la partie la plus importante du marché. À fin 2024, il y a eu 792 000 transactions sur le logement ancien. Donc c'est en baisse par rapport à ce qu'on a constaté en 2023. Et 2023, c'était également en baisse par rapport à 2022. En 2022, il y avait un peu plus de 1,1 million de transactions. En 2023, c'était plus 860 000. Et donc, en 2024, c'est 792 000. Donc, il y a une vraie correction qui est liée au fait que les prix étaient au plus haut. Également, les taux ont augmenté. Et donc, les ménages avaient un pouvoir d'achat moindre. Et ensuite, on va développer sur les prix. Mais vous allez voir que entre la baisse des transactions et la baisse des prix, il y a un écart. Et aussi, ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est qu'on a 792 000 transactions sur l'année 2024, mais en moyenne, entre 2000 et 2024, on a environ 840 000 transactions par an. Et donc, en fait, on est certes en dessous de cette moyenne historique. Néanmoins, la correction qui a eu lieu, ça a été une correction qui a été assez rapide en effet, mais c'est pas une correction qui montrerait qu'il y aurait vraiment une crise sur le marché de l'immobilier ancien. Alors, si on se focalise sur les prix, donc en 2023, les prix ont baissé de 3,9% dans l'ancien, et en 2024, ils ont baissé de 2,1% dans l'ancien. Donc, cette baisse, elle s'est faite avec un retard sur les transactions, parce que les transactions ont commencé à baisser dès 2022. Et en 2022, les prix sont plutôt à la hausse. Même si, bien entendu, ils ont moins augmenté qu'en 2021. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur le marché immobilier, en tout cas dans l'ancien, lorsque les vendeurs se rendent compte qu'il y a un assèchement de la demande, en tout cas que la demande baisse, il y aura un temps de latence entre le moment où les prix vont être effectivement ajustés, donc entre le moment où les vendeurs vont consentir à des baisses de prix pour pouvoir en effet vendre leur logement, d'autant plus s'ils y sont contraints, il y aura un temps d'attente et c'est ce qu'on appelle un effet cliquet. Et donc ça s'est traduit assez bien à l'échelle française, dans la mesure où, comme je le disais, entre la baisse des transactions et la baisse des prix, il y a eu un effet un peu de retard. Et donc, dans le graphique de droite, celle sur la hausse généralisée des prix des logements anciens depuis 1996, vous vous rendez compte que lorsque un ménage, disons qu'on prend un ménage qui achète un logement en France à 1 000 € le mètre carré en 1996, ce bien, à fin 2024, en tout cas au mètre carré, il aurait été plus à 311 000 €. 3100 €, pardon. Donc on a eu vraiment une hausse généralisée des prix des logements anciens depuis 1996 en France. On a un point haut qui a été atteint en fait en 2020-2021, notamment à Paris, alors qu'en France, le point haut il a été atteint un peu plus tard, en 2022, juste avant la correction de 2023 et 2024. Donc maintenant, on va se focaliser sur la question du logement neuf, qui occupe donc 10% du marché.
et notamment sur les logements autorisés et ceux qui ont été commencés. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en France, il y a un besoin de construction de logements neufs qui est chiffré entre 300 000 et 400 000 logements neufs nouveaux par an. Ça, c'est lié à une demande potentielle qui est assez forte. Donc, il y a deux phénomènes principaux, le fait qu'il y ait un vieillissement de la population et le fait que les Français habitent de moins en moins ensemble. Donc il y a une augmentation du nombre de ménages et donc mécaniquement il y a une augmentation de la demande structurelle. Donc on est assez historiquement, donc lorsqu'on regarde les logements qui ont été commencés, donc ce sont les logements qui ont effectivement été mis en chantier, on se rend compte qu'on est structurellement assez en dessous de ces 400 000. Et donc, il y a structurellement en France un manque de logements, de construction de logements neufs. Ce qui s'est passé récemment, c'est qu'avec le fort épisode d'inflation, il y a une augmentation des coûts de construction, que ce soit lié à la main-d'œuvre, mais aussi aux matières premières. Et donc, ça a créé de la tension et ça a renchéri les coûts de construction. Et donc, ça a créé également des contraintes au niveau des entreprises de construction. Et donc, ça a un effet négatif sur la construction et sur l'offre de logement. Donc, on a un déficit structurel lié à un besoin exprimé par la demande. On a conjoncturellement un déficit sur l'offre, des contraintes sur l'offre. Et on a eu ensuite, avec la hausse des taux, une demande qui s'est effondrée. Et donc ça a conduit à une baisse des logements qui ont été mis en chantier et une baisse des logements qui ont été autorisés. Sur les logements mis en chantier, on est en 2024 à 292 000 logements qui ont été commencés. Et donc on peut s'attendre certainement à une stabilisation à l'avenir. Néanmoins, c'est vrai qu'on est assez loin des 300 ou 400 000 qui est vraiment la fourchette assez large du besoin de construction annuel en France d'ici à 2030. Lorsqu'on se focalise plus sur les régions, je vais être très rapide sur cette slide, en fait on se rend compte que la baisse des mises en chantier et la baisse des autorisations, elle concerne l'ensemble des régions françaises. Historiquement, c'est vraiment l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont le plus pourvoyeurs de mise en chantier. Et donc on se rend compte que ça baisse partout, peut-être pas dans les mêmes proportions. En effet, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, ça baisse plus. Mais voilà, la baisse, elle est généralisée dans toutes les régions. Lorsqu'on se focalise sur les ventes, alors, comme sur la question du logement ancien, les ventes ont fortement baissé en 2023 et en 2024 dans les logements neufs. Ce qui s'est passé, c'est que en 2023, il y avait eu en 2022, c'était 103 000 logements neufs qui ont été vendus. En 2023, c'était 65 000 et en 2024, donc c'était environ 60 000 logements qui ont été vendus. Donc on a une baisse, puis une stabilisation, et la stabilisation dans les logements neufs, disons qu'elle existe depuis fin 2023. Alors que, en effet, dans le logement ancien, on a eu également une correction qui a été poursuivie en 2024. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas uniquement les promoteurs qui vont commercialiser des logements neufs, il y a aussi des individuels, donc des ménages qui vont construire leurs propres logements. Et donc c'est ce qu'on appelle le secteur diffus. Et on voit que tout comme la vente d'appartements neufs a fortement baissé, elle est à 57 000 en 2024. Les maisons en secteur diffus, elles ont également connu une vraie correction en 2024 et elles atteignent près de 50 000 ventes, constructions en 2024. Donc, cette hausse des taux dont on parlait tout à l'heure, elle a vraiment eu des effets sur à la fois le logement ancien et le logement neuf. Tout comme pour les mises en chantier et les autorisations, on a également ajouté un petit graphique sur la commercialisation de logements neufs par les promoteurs par région. Et on se rend compte également qu'on a une correction qui concerne toutes les régions, notamment l'Île-de-France, qui est la région dans laquelle il y avait le plus de commercialisation et le plus de réservation de logements neufs.
Alors pour terminer sur le logement neuf, parlons un petit peu des prix. Alors, contrairement au logement ancien, les dynamiques économiques et les mécanismes qui vont rentrer dans la fixation du prix des logements neufs est différente. Donc, dans le logement ancien, ce sont principalement des ménages qui vont vendre pour trois principales raisons. Elles vont vendre parce qu'elles ont fait une plus-value, c'est une partie du marché qui n'est pas nécessairement élevée. Elles vont vendre parce qu'elles ont besoin d'acheter plus grand, notamment en lien avec un mariage ou l'attente d'un enfant supplémentaire. Ou elles vont vendre parce qu'elles doivent payer des droits de succession et donc elles sont contraintes de vendre. Donc, ce sont des ménages qui vendent principalement, alors que dans le neuf, ce sont des biens qui sont proposés par des promoteurs qui ont des contraintes économiques. Et donc, les vendeurs ménages dans l'ancien vont pouvoir ajuster plus à la baisse leur prix, tandis que les promoteurs sont contraints par le fait qu'ils ont des coûts à payer. Et donc, les marges sur lesquelles ils pourront rogner éventuellement s'ils constatent que la demande s'assèche, en fait, elles seront moins élevées que les vendeurs ménages dans l'ancien. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu une baisse des prix très légère dans le neuf promoteur en 2023. La baisse a été de 0,7%. Donc, c'est une baisse qui est peu substantielle, qui est peu élevée. Néanmoins, en 2024, les prix ont été légèrement à la hausse et donc les prix ont augmenté de 0,4%. Donc, pour résumer, on a eu une correction sur le marché du neuf en termes de transactions, donc une baisse entre 2022 et 2023, une stabilisation en 2024, et donc des prix qui ont, en 2024, plutôt stagné. En termes de prévision, pour terminer sur la partie immobilier et avant de passer aux questions, alors ce qu'il faut retenir, c'est que sur les taux de crédit à l'habitat, qui est un des facteurs principaux qui permet de mesurer et d'anticiper la demande d'achat de logement par les ménages. Si on avait été en janvier, on aurait certainement prévu la continuation de la baisse des taux qui avait été constatée depuis depuis décembre 2023. Néanmoins, avec tout ce qui se passe, notamment la hausse du taux du bond qui a un impact sur l'OAT 10 ans, et le fait qu'en fait on rentre aussi peut-être dans une période de plus grande incertitude liée à la géopolitique et à la politique commerciale, en fait on pense que les taux vont stagner et resteront au-dessus des 3%, en tout cas les taux de crédit à l'habitat moyens, toute maturité confondue, vont rester au-dessus de 3% à horizon 2025. Et donc, étant donné que le revenu des ménages va augmenter et que le taux de chômage reste assez bas, on anticipe le fait que les transactions dans l'ancien vont reprendre, et on anticipe plutôt 820 000 transactions à horizon 2025. Concernant les prix dans l'ancien, il y a un ajustement sur les prix qui va continuer jusqu'à mi-2025, et après mi-2025, les prix devraient progressivement remonter. La hausse des prix, elle devrait être très très modérée en 2025, de l'ordre de 0,1-0,2%. Donc ça, c'est dans l'ancien. Et dans le neuf, on prévoit une hausse des transactions progressive et on anticipe entre 65 000 et 70 000 réservations dans le neuf promoteur à horizon 2025. Donc voilà pour les prévisions sur l'immobilier résidentiel. Ensuite, on va passer aux questions. Alors, on a une première question sur les pistes qui pourraient être engagées pour relancer la construction de logements. Je vais y répondre très brièvement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup développé sur la question du budget 2025, mais le budget 2025 prévoit de nombreux dispositifs pour relancer la demande qui devraient avoir un impact sur la construction de logements, parce que la construction de logements est très dépendante de la demande et des anticipations de la demande qui sont donc anticipées par les constructeurs et les promoteurs. Et donc, notamment, il y a le dispositif Pinel qui a été éteint à fin 2024 et qui permettait notamment d'avoir
une partie des réservations de logements neufs qui étaient faits via ce dispositif Pinel et qui, en fait, en échange d'une défiscalisation, permettait de loger des personnes qui avaient droit, des ménages modestes qui avaient droit à des logements à prix modéré. Et donc, ce dispositif Pinel a été supprimé. Le fait de le réintroduire, en tout cas d'avoir un dispositif de défiscalisation pour l'investissement locatif, ça permettrait d'augmenter la construction de logements. Et donc, bon, pour l'instant, ce n'est pas une piste qui a été proposée par le gouvernement. Néanmoins, ça permettrait en effet d'avoir une certaine relance de la construction de logements. Alors, je vais peut-être prendre une question sur la macro. Donc, on avait une question. Quelles sont vos prévisions de croissance pour la zone euro et l'Allemagne ? C'est vrai qu'on en a parlé, mais sans donner les chiffres. Donc, les prévisions compatibles avec ce que je vous ai présenté sur la France. Pour la zone euro, c'est 1% de croissance en 2025 et 1,5% en 2026. Et pour l'Allemagne, on anticipe une croissance de 0,1% cette année et de 1,5% l'année prochaine, avec donc, comme je l'avais dit, un effet des mesures qui est assez substantiel compte tenu du niveau de croissance actuel de l'Allemagne. Et peut-être une deuxième question, quel impact des droits de douane US sur l'inflation en France ? Donc sur cette question, c'est vrai que l'impact sur l'inflation américaine des droits de douane américains est assez clair. Ça va être une hausse de l'inflation outre-Atlantique. En revanche, sur l'Europe de manière générale, l'effet n'est pas clair. Et c'est vrai à la fois, c'est le cas à la fois pour les simulations, donc ce que nous donnent les modèles, également ce qu'on peut imaginer. Donc l'effet il est ambigu parce qu'on pourrait en effet avoir une redirection de certains produits, par exemple des produits chinois, vers le marché européen, qui aurait plutôt tendance à avoir un effet relativement désinflationniste, voire déflationniste, avec d'autres effets qui pourraient être à l'inverse plutôt inflationniste. Et en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses, de la réaction du taux de change, etc. Ce qui est clairement indéterminé a priori. Donc il faudra attendre de voir dans les faits. Alors peut-être une question qui concerne l'immobilier résidentiel sur la place de la rénovation et la dynamique. Alors sur la question de la rénovation énergétique en particulier, il faut avoir en tête qu'il y a un réel besoin de décarbonation du parc immobilier résidentiel en France. Le rapport de Pizzani-Ferry qui était sorti en 2023, qui concerne la décarbonation de l'économie globale en France, chiffrait à environ 21 milliards d'euros par an d'ici à 2030, donc le besoin de financement uniquement dans la rénovation énergétique des logements habités. Donc des logements, en effet. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, en termes de rythme de rénovation énergétique, on a eu depuis 2020 2,5 millions de logements peut-être qui ont été rénovés énergétiquement. Donc ça fait une moyenne qui est un peu environ de 500 000 par an. Et donc c'est pas suffisant dans la mesure où au milieu des années 2010, on chiffrait ce besoin plutôt à 700 000 logements par an. Donc on est assez loin de ces 700 000 par an, ou des 600 000 si on veut être dans une fourchette un peu basse. Et donc, en effet, le fait d'avoir des dispositifs comme MaPrimeRénov' sont censés être des incitations, notamment pour les ménages modestes, à la rénovation. Néanmoins, c'est vrai que c'est des dispositifs dont les conséquences sont assez déjà difficiles à évaluer. Et on peut se dire que voilà, il n'y a pas l'effet escompté qu'on voit. Donc il y a un réel besoin d'investissement dans la décarbonation du parc. Et également, si on considère que la demande était là, il y aurait probablement un problème au niveau de l'offre
en tout cas du côté des entreprises qui font les rénovations, dans la mesure où dans un rapport de France Stratégie qui a été publié il y a 1 an ou 2, il chiffrait à entre 170 000 et 250 000 le nombre de personnes en plus à recruter dans le secteur de la rénovation à horizon 2030 pour pouvoir justement répondre aux besoins supplémentaires d'investissement et de rénovation. Donc la demande n'est pas nécessairement au rendez-vous, donc ça pose la question des dispositifs que l'État met en place. Et de l'autre côté, les entreprises ont besoin de plus de main-d'œuvre pour pouvoir éventuellement répondre à cette demande qui augmenterait. Alors oui, on a beaucoup de questions sur l'immobilier. On ne pourra malheureusement pas répondre... Shubham ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si tu veux répondre à une supplémentaire. Alors... Ou alors sinon... Il y en a auxquelles j'ai déjà répondu, mais oui, tu peux répondre si tu veux. Alors j'avais une question qui est pas tout à fait liée au sujet, qui est un peu annexe. Sur le processus de réindustrialisation, est-il toujours en cours en France ou s'est-il arrêté ? En matière de questions de réindustrialisation, il est toujours question de quel indicateur vous regardez, puisqu'évidemment, donc si on regarde, l'INSEE a montré qu'entre 2014 et 2022, on avait une hausse assez sensible du nombre d'entreprises créées en France, et en particulier dans l'industrie manufacturière. Mais donc ça, c'est le nombre d'établissements, le nombre d'entreprises, sachant que cette hausse, je crois que c'est de l'ordre de 28%, elle est surtout portée par des micro-entrepreneurs. Et cette hausse du nombre d'entreprises, elle est beaucoup plus faible pour les entreprises les plus employeuses, donc au-dessus de 20 salariés, je crois que c'est une hausse de seulement 3% sur la période. Donc en fait, même si on a une hausse du nombre d'entreprises, il n'est pas clair qu'on ait vraiment une hausse du nombre d'emplois. Et si on regarde la valeur ajoutée, on peut plutôt parler d'une stabilisation de la situation, c'est-à-dire qu'on a eu une forte désindustrialisation auparavant, et depuis 2009, je crois que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est autour de 13% en France, et c'est resté globalement stable depuis 2009, et on a eu un petit rebond en 2023, je crois, à près de 15% de la valeur ajoutée, mais voilà, c'est sur une année, donc il va falloir attendre de vérifier que c'est encore le cas sur les années à venir. On ne peut pas vraiment parler de réindustrialisation, en tout cas d'arrêt dans le processus de désindustrialisation, oui. Mais voilà. Eh bien, oui, c'est ça. Donc, le temps est terminé, donc on va vous dire bonne journée et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour votre écoute.